Bonjour à toutes et à tous, c'est Pif Paf sur Paris Première, l'émission qui allume la télé. Au sommaire, du scandale, du trash et des coups de griffe. Scandale à France Télévisions, c'est le titre du livre de notre premier invité, Francis Gutleben, qui dénonce, je cite, les gaspillages et les magouilles à la télé publique. Un livre controversé, mais qui balance. Ceci explique peut-être cela, ça va chauffer sur le plateau. Puis maintenant, on va passer au premier dossier de cette émission Pif Paf. On va parler du service public avec l'auteur d'un livre qui fait beaucoup de bruit. Ça s'appelle Scandale à France Télévisions. Et je vous demande d'accueillir son auteur, Francis Gutleben. C'est sorti aux éditions Jean-Claude Gosbich. Alors je précise, vous avez été, merci d'être parmi nous, vous avez été journaliste d'investigation pendant 18 ans. Ensuite, vous avez travaillé à France Télévisions, vous avez été responsable de station régionale. Et vous dites que vous avez fait ce livre en forme de cri d'amour pour la défense du service public. Alors, votre thèse est résumée dans les premières pages, je vais la dire en une phrase. Vous dites, si aujourd'hui la télévision publique est au bord du naufrage, ce n'est ni par manque de moyens, ni par la faute de Nicolas Sarkozy, mais à cause d'elle-même, de ses gabegies et de ses incohérences. Et là, vous dressez une liste de faits qui, mis bout à bout, dépasse l'entendement. Moi, je tombais de ma chaise. Selon vous, quel est le pire exemple, le plus symptomatique de cette mauvaise gestion que vous dénoncez? Alors, je vais vous raconter une petite histoire. L'histoire commence au printemps 2007. France 3 décide de retirer de sa grille l'émission Bon Appétit, bien sûr, de Joël Robuchon en disant l'émission baisse en audience, l'émission est vieillotte, on va changer de formule. Eh bien, on décide de faire une autre émission et l'un des directeurs des programmes propose un concept d'émission qu'il avait découvert lors d'un voyage privé en Autriche. Le concept d'émission, c'est le suivant. Ce sont 5 personnes qui se retrouvent à tour de rôle chez chacun des 5, qui organisent un repas amical et chacun des 5 note les autres. Et au bout de la semaine, celui qui a reçu le plus de points gagne 1000 €. C'est-à-dire c'est un dîner presque parfait. Alors exactement. Alors le concept est proposé à France 3 et le concept est refusé en disant ça ne marchera pas. C'est vrai que ça n'a pas marché du tout. Hein. Alors ça n'a pas marché du tout, effectivement. Donc ça c'est non, je plaisante pour ceux qui ne savent pas. Non. Ça a cartonné et ça a même battu TF1. Cela étant, le dîner presque parfait avait été proposé à TF1 qui a refusé aussi. Donc, oui, alors, je termine l'histoire parce que c'est quand même là l'illustration d'un gâchis phénoménal, d'un gâchis d'une part financier parce que le dîner presque parfait, on sait ce qu'il rapporte à la chaîne. Ensuite, c'est un gâchis humain parce qu'il y a des richesses au sein de France Télévisions et ces richesses, on n'a pas su s'appuyer dessus pour mettre effectivement cette émission à l'antenne. Et c'est un gâchis éditorial puisque l'émission culinaire qui est à la place d'un dîner parfait sur France 3, c'est une émission très très classique. Alors ce qui est très frappant, c'est quand on fait la recension, c'est qu'à chaque fois on peut se dire oui, ouais, c'est vrai, on peut trouver à redire, mais quand on les fait tous, moi un exemple qui m'a absolument halluciné, c'est l'émission de ce soir ou jamais, l'émission présentée par Frédéric Tadei sur France 3, elle vient après le soir 3, et ce que je découvre dans le livre, c'est que le cas, ça coûte 70 000 € par jour, car l'émission est tournée sur le même plateau que soir 3, on pourrait en dire avec les mêmes équipes, pas du tout. Ils font venir des équipes de province avec un car régie qui arrive de province, avec des gens qui viennent de province et qu'on loge à l'hôtel. Alors qu'il y a les techniciens parisiens qui pourraient faire l'émission ici. Ce sont deux équipes différentes. C'est quand même un truc hallucinant. Oui, autre chose qui est dans le cahier des charges justement qui m'a halluciné, ce sont les primes. Alors on comprend qu'il y a des primes de risque, des choses comme ça. Mais là vous dites qu'il y a, parmi les primes les plus hallucinantes, il y a la prime du matin, la prime de plongée sous-marine, la prime de scooter, la prime de montée au pylône. Après il y a des accords locaux. Dans telle région, il y a la prime de chaussures pour les déplacements dans différents sites de la région, de la station, pardon, et il y a la prime d'escalier pour ceux qui ont des étages à monter. Et il y a un truc qui m'a bluffé, il y a la prime de caméra de plateau pour le caméraman qui tient une caméra en plateau. Voilà, je pense au caméraman de plateau qui est en face de moi, eh bien à France Télévisions, il aurait une prime parce qu'il tient la caméra sur le plateau. Les équipes qui sortent, les équipes de reportage qui sortent à l'extérieur faire des sujets, ils ont une prime parce qu'ils sortent, alors que c'est dans le cœur de leur métier. Alors il y a d'autres primes que vous avez évoquées, certaines sont attribuées à 2 personnes, d'autres à 1000 personnes, mais ce que j'ai voulu mettre en exergue par rapport à ça, c'est l'archaïsme des structures. Je veux dire, Renaud Rebel, il y a 10 ans, a écrit un livre déjà sur France Télévisions, il appelait ça le grand gâchis, il mettait déjà en exergue tous ces C'est ce que j'allais vous dire, il y a 10 ou 20 ans, je me souviens qu'il y avait une anecdote, on racontait que les équipes de France 3 couchaient avant les péages d'autoroute, passaient la nuit dans leur bagnole, pour passer le péage au petit matin et toucher la prime de nuit, bref. Mais 20 ans après, on a l'impression qu'on est toujours là. C'est ça qui est effrayant, c'est que le mammouth n'a pas été dégraissé, que ça fonctionne de la même manière. Et c'est pas faute de ne pas l'avoir dit depuis très longtemps. Je veux dire, tous ces éléments que j'évoque, alors vous dites que ce sont des petits détails. Il y a une image qui me vient, vous savez, l'impressionnisme, c'est une succession de points. Et à la fin, les points donnent un tableau. Non mais vous avez raison. Catherine. Je parle de petits détails parce que ce que vous dénoncez, tout le monde le sait, il y a une gabegie financière dans la télévision. Le grand public, malheureusement, ne le sait pas. Oui, enfin, nous, on va dire que les professionnels le savent, ça a été 1000 fois dénoncé. Et ce que je reproche à votre livre, c'est son manque d'organisation, c'est étouffant parce qu'on croule sous les chiffres. Je lui reproche aussi un certain nombre d'objectivité, parce que c'est un livre à charge, et quand on est à charge, on
on annule un peu les faits qu'on est censé démontrer. Je reproche un petit peu ça. Et dernière chose, c'est une compilation. Encore une fois, l'intérêt du livre est pour autant avéré. C'est une compilation de rapports, d'analyses faites sur France Télévisions. Vous n'avez vu personne, j'ai l'impression, personne pour le faire. Vous avez juste compilé ce que. Voilà. Alors, donc ça fait un on écoute Francis Gutleben et ensuite ça fait un tout petit peu trop à charge, alors que le fond de la démonstration est sain et mérite d'être fait. Mais du coup, ça perd en crédibilité. Et franchement, c'est étouffe chrétien. Moi, je ne suis pas allée au bout de vos livres. Francis Gutleben, ensuite Marc. Voilà, merci. Vous savez, au cours de l'année, qu'est-ce qu'on a entendu sur France Télévisions? On a entendu les jérémiades syndicales, on a entendu les revendications des producteurs, et on a entendu des batailles politiciennes. À un moment donné, il faut poser les choses. Effectivement, je m'appuie sur des rapports qui ont été faits, mais ces rapports qui ont été faits, ils ont été faits de façon extrêmement rigoureuse. Ces rapports, on n'en a pas tenu compte. Et si aujourd'hui France Télévisions est au bord du gouffre, c'est parce que tous ces éléments n'ont pas été donnés. Et je rajoute, si ces rapports existent, les Français ont le droit de savoir. C'est l'argent des Français. Et je revendique une juste utilisation des Français. On ne peut pas continuer à laisser les Français dans l'ignorance par rapport à la manière dont leur argent est gaspillé. Est-ce que c'est pas une vengeance contre quelqu'un qui vous a viré? Parce que vous travailliez à France 3 en région. Vous avez été viré par Carolis. J'étais viré par Carolis parce que je n'étais pas d'accord avec lui. Ma démarche au sein de France Télévisions. Donc vous réglez vos comptes? Pas du tout. Pas du tout. Je règle pas mes comptes. Je veux dire, à un moment donné, c'est ce que je disais tout à l'heure. Qui mieux que quelqu'un qui était au sein de France Télévisions peut parler de l'entreprise? Justement, Francis Gutleben, un des reproches qui sont faits, un reproche récurrent qui est fait aux auteurs qui ont écrit leur livre de l'intérieur, c'est justement de cracher dans la soupe ou de manger la main qui vous nourrit. Petit meurtre entre amis, un sujet de David Corr. Après les critiques présidentielles et le grand chambardement législatif, un nouveau pavé vient d'être lancé dans la mare des réformes de France Télévisions avec l'intention de faire des vagues. Dans Scandale à France Télévisions, Francis Gutleben, un ancien cadre de direction de France 3 licencié l'été dernier, dresse un constat implacable sur les dérives de ce qu'il désigne comme un grand corps malade. Vous savez, quand une entreprise comme France Télévisions termine l'année 2008 avec 118 millions d'euros de déficit, c'est que visiblement il y a des difficultés dans cette entreprise. Gaspillage, pression syndicale, guerre de pouvoir et magouille, Francis Gutleben livre une enquête de l'intérieur sur les travers de l'audiovisuel public. Après 18 ans chez France 3, certains diront qu'il crache dans la soupe, lui évidemment s'en défend. Déjà, je crois qu'il y a une question de loyauté. Tant qu'on est dans une entreprise et qu'on fait partie de cette entreprise, on accepte les règles de l'entreprise. Et donc, quand le décalage a été à un moment donné trop important, il fallait arrêter l'expérience. Comme les contrats, la loyauté est donc à durée déterminée. Une habitude dans le petit monde de l'audiovisuel où l'on n'hésite pas à livrer ses états d'âme après avoir profité d'une situation souvent confortable. Animateur de nulle part ailleurs entre 1997 et 1999, Guillaume Durand publiait ainsi en 2000 un témoignage féroce sur son expérience douloureuse à Canal+, une chaîne qu'il a payé 38 500 € par mois pendant 2 ans. J'étais un peu dans la situation d'un type qui achète une maison en Corse, qui arrive en Corse, et à ce moment-là, on lui explique les lois du milieu. Un milieu incarné pour lui par les guignols dont il était la cible quotidienne. Quand, comme moi, on fait de la télé tous les jours, comment dirais-je, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de sa peau. Alors, comment fais-tu, Guillaume, allez-vous me demander? Facile. Le temps, je le prends quand même. Eh ouais, tranquille. Plus récemment, Michel Malocena, ancien collaborateur de Thierry Ardisson, Mireille Dumas et Nagui, a fustigé dans Les Animatueurs les travers de ceux qui l'ont apparemment bien traité. Je suis libre parce que grâce au travail que j'ai fait, je me suis libéré financièrement. Une fois que je me suis libéré financièrement, je me suis dit que je pouvais parler, raconter ce monde sur lequel il y a une omerta totale, absolue. Sans oublier PPDA, l'ex-star du 20h qui, après 22 ans de TF1 et les indemnités correspondantes, écume les plateaux télé pour faire la promo d'un livre qui décrit la brutalité de son éviction. Si c'est parfait de signer un contrat avec quelqu'un avant de dire à la personne qu'on débarque que au revoir, c'est fini, 21 ans de bons et loyaux services, ça n'a servi à rien. Bon, c'est votre appréciation des choses. Bien ou mal intentionnés, ces critiques de l'intérieur restent légitimes et bénéficient de la liberté de parole de leurs auteurs licenciés. Exception à la règle, Françoise Laborde qui s'est permise de critiquer ouvertement la direction de France Télévisions. Non seulement la journaliste est restée en place, mais elle vient d'être promue au CSA. Comme quoi avoir du caractère peut devenir un plan de carrière. Quand vous dites qu'il faut de vrais patrons, aujourd'hui, ça veut dire qu'on les a pas ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent et qui font de la télévision avec le même entrain qu'ils vendaient avant des boulons ou des sprays ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'aujourd'hui il y a de vrais patrons à France Télé ?